Gauguin, je suis la directrice adjointe aux études supérieures et à la recherche au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Et puis, je vous présente aujourd'hui notre conférencier. On est super choyés de l'avoir parmi nous, le docteur Jules Cormier. Donc, docteur Jules Cormier porte plusieurs chapeaux. Il est médecin, il est enseignant et puis il est expert en médecine du mode de vie. Depuis 2007, il pratique la médecine familiale. Il enseigne au CFMNB, le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, et il dirige une clinique de chirurgie dermatologique. Sa passion réside dans la nutrition, fondée sur les données probantes et la médecine du mode de vie. Dr. Cormier est un ardent défenseur des habitudes de vie saines et de leur impact sur les maladies chroniques. Il enseigne ce sujet aux futurs médecins, en plus de sa pratique médicale. Il est également naturopathe et créateur de plantbaseddrjules.com, un site gratuit qui est destiné aux personnes souhaitant améliorer leur santé. Il est aussi un sportif très engagé. Il a représenté les provinces maritimes au championnat du monde de Ninja Warrior à Las Vegas en 2022, à Orlando en 2023 et même en Californie en 2024. Donc, il est conférencier et coach. Il accompagne aussi celles et ceux qui désirent reprendre leur santé en main grâce à une approche durable de la nutrition et de la forme physique en consultation comme sur des plateformes en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au docteur Cormier pour sa présentation aujourd'hui qui s'intitule Une première au maritime, la résidence en médecine du mode de vie. Dernière petite chose pour tout le monde, s'il vous plaît, éteignez vos micros et puis il y aura une période de questions à la fin. Donc, vous pouvez sauver vos questions ou vous pouvez les mettre dans le clavardage aussi. Je le donne à vous. Merci. Là, je suis présentement en train de cliquer des boutons, faire sûr que ma présentation apparaît. Laissez-moi savoir si vous ne la voyez pas, parce que là, elle devrait être en train d'être partagée, là. Oui, c'est all good, on la voit. On la voit bien, Super. oui. Excellent. All right, cool. Ben, merci, Julie, pour l'invitation. Je suis très content de parler de médecine de mode de vie avec vous autres. Puis, je suis content parce que c'est quelque chose qui est sur notre radar, ça fait longtemps, facilement une dizaine d'années. Euh, Ça fait longtemps qu'on y pense, puis ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais ça va juste voir le jour finalement cette année. So, je vais vous parler aujourd'hui de ma vision du futur, puis qu'est-ce qu'on commence avec, on souhaite, va évoluer dans quelque chose qui va être très différent. Puis je pense que comme le timing de inclure la médecine de mode de vie comme dans le curriculum de formation des résidents est parfait, parce que j'ai l'impression que les résidents elles demandent pour, j'ai l'impression que nos patients elles demandent pour, puis j'ai l'impression que notre système de santé l'a vraiment besoin aussi, là. So, j'ai adoré l'affiche ici qui dit, tu sais, une première au maritime parce que c'est plus catchy que un deuxième au Canada. Il faut garder en tête que le premier site au Canada qui a inclus un curriculum en médecine de mode de vie, c'est nos collègues à l'Université Laval. Et donc, ça fait une couple d'années qu'ils l'ont déjà commencé. Puis, c'est des on voulait tout le faire ici. C'est des conversations que j'ai eues avec Dr. Réaume de Laval qui a vraiment comme encouragé de pousser un petit peu plus fort puis d'inclure ça. Et donc, une première au maritime, une deuxième au Canada. Puis les deux programmes sont donnés par des universités francophones. So, on est comme genre des pionniers. Puis c'est sûr que nous autres, on est un petit peu avantagés parce qu'on utilise le curriculum de médecine de mode de vie tel que, tu sais, là, enseigné par l'American College of Lifestyle Medicine, qui est une association américaine anglophone. Et donc, pour l'instant, tout le matériel est en anglais. Puis je pense qu'à Laval, c'était un des gros défis qu'ils ont eu, c'était juste d'adapter le langage, adapter le matériel à leur, tu sais, là, leur culture. Euh, on performe un petit peu mieux, je pense, dans les deux langues, puis on est naturellement bilingue. So, on va voir le curriculum en ligne qui va être en anglais, puis nous autres, on va faire la traduction en chiac ici pour nos résidents qui vont arriver là. So, pourquoi on devrait
carré pour la médecine de mode de vie? Ben, parce que notre système de santé est en crise. Je pense que n'importe qui travaille dans le système de santé, ou même comme professionnel, mais aussi comme patient, vous avez remarqué que tu sais, quand on est très malade, notre système en général, il est là pour nous autres. Ben, c'est quand on tombe un petit peu comme dans la zone grise. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je peux juste parler de ma propre réalité. On demande des CT scans, on demande des rayons X, on demande des tests à nos patients. Ça peut prendre des fois 3, 4 mois, jusqu'à 6 mois, tu sais, là, avant qu'ils soient capables de l'avoir. On demande des demandes de référence à des consultants. Ça peut des fois prendre 1 an et demi. Mes propres patients attendent, tu sais, là, des fois 2, 3 mois ou plus pour avoir un rendez-vous avec moi. Je dis, on est tellement occupé à éteindre des feux qu'on n'a pas d'énergie ou de tendresse pour essayer de les prévenir. C'est là où la médecine de mode de vie tu sais, là, vient vraiment jouer un gros rôle. On le sait qu'au-delà de 70 à 80% des visites médicales en médecine de première ligne, au docteur de famille ou en médecine générale, sont reliées à des problèmes de santé chronique qui sont directement connectés aux choix qu'on fait à tous les jours. Quand ce que j'entends maladie chronique ou quand ce que vous entendez maladie chronique, pensez à maladie cardiovasculaire, puis tous ces facteurs de risque, des crises de cœur, des ACV, des strokes, puis ces facteurs de risque, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. On le sait, ces conditions médicales-là sont directement reliées à nos habitudes de vie. Donc, comment on mange, comment est-ce qu'on bouge notre corps, est-ce qu'on fait de l'activité physique, est-ce qu'on gère notre stress, est-ce qu'on dort bien, est-ce qu'on est connecté, puis est-ce qu'on est en contact avec des carcinogènes connus ou des toxines dans nos environnements. Euh, la médecine de mode de vie, c'est une spécialité médicale qui va aller pas juste présenter les données probantes par rapport à les habitudes de vie, mais qui va aider les médecins aussi à savoir comment naviguer ça à l'intérieur des contraintes d'une visite médicale qui est souvent trop courte, ou ce que, tu sais, là, on parle de beaucoup de différentes choses aussi, là. C'est sûr que les patients peuvent arriver avec, tu sais, là, 3, 4 raisons de consultation au rendez-vous. Puis c'est comment est-ce que tu navigues les habitudes de vie de tes patients à l'intérieur d'un rendez-vous qui est super occupé. Euh, En plus des maladies cardiovasculaires, puis ces facteurs de risque, pensez aussi à cancer, pensez à l'auto-immunité et pensez à les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson. On le sait que nos choix quotidiens en termes d'habitudes de vie, ils viennent directement impacter le risque, l'incidence, les complications de toutes ces conditions médicales-là. Si qu'on garde dans les lignes directrices, on garde si l'American Heart Association ou l'American College of Cardiology ou la Cancer Society, les habitudes de vie sont tout le temps proposées comme étant un traitement de première ligne. Mais malheureusement, nos médecins, ils reçoivent presque pas de formation en lifestyle medicine. Nos patients, souvent, ils connaissent l'information. C'est sûr que le médecin doit jouer un rôle vraiment plus important à cette heure avec l'Internet. Il y a beaucoup de désinformation, mais des informations en ligne. C'est sûr que le médecin doit avoir là, des connaissances quand ça vient à nutrition, exercice, gestion de stress, gestion de sommeil, parce qu'on peut lire un petit peu de n'importe quoi sur les médias sociaux à cette heure. Mais la réalité, c'est que nos médecins, souvent, ils ne se sentent pas confiants. Si que tu demandes à un médecin, tu sais, là, devrais-tu suivre la diète keto, paléo, méditerranéenne, comme souvent, ou bien, tu sais, là, qu'est-ce que je peux manger pour essayer de réduire mon cholestérol, de réduire ma tension artérielle? Là, je pense que les médecins connaissent les grandes lignes, puis sont en général vraiment équipés là, pour donner ces recommandations-là. Mais souvent, on a vraiment besoin d'un petit peu plus d'informations pour que les médecins se sentent compétents et confiants. Puis la réalité est qu'on devrait utiliser nos consultants. Là, on devrait être en train de référer plus à nos patients. Là, à la diététiste, on devrait être en train de... Là, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes. Puis je pense que
on est tellement pris dans nos petites routines que souvent on s'occupe de toutes nous autres mêmes parce que c'est juste comme ça qu'on est habitué. Puis, tu sais, là, si que de quoi que j'ai appris durant mes certifications en lifestyle medicine, c'est que on doit entourer le patient le plus de ressources possible. Ça, c'est sûr. On doit s'assurer qu'on implique d'autres consultants. Mais dans notre genre de modèle de soins primaires, tout de suite, ces soins-là sont souvent décousus. Et donc, ma vision n'est pas juste de donner aux médecins les compétences qu'il y a de besoin. C'est là pour se sentir confiant dans des recommandations en termes d'habitude de vie, mais c'est surtout aussi de pas juste normaliser, mais d'encourager le médecin à s'entourer de d'autres professionnels de la santé pour ne pas porter tout ce poids-là tout seul. Puis encore plus important, c'est vraiment la manière que le système est bâti tout de suite. Tous ces services-là sont tous dans des silos, sont tous décousus, détachés. La médecine de mode de vie, c'en est une de collaboration multidisciplinaire. C'est là, j'imagine, sous le même toit, on a tous ces consultants-là qui travaillent tous envers le même patient, puis qui se communiquent, hein, qui utilisent un dossier médical commun, où ce que la personne qui s'occupe de la nutrition peut parler à la personne qui s'occupe de la maladie chronique, puis ils peuvent communiquer les deux. C'est là, je veux faire sûr de rehausser la valeur que l'on donne à tous les autres professionnels de la santé qui sont là, capables de modeler puis d'impacter le risque de maladie chronique chez nos patients. C'est aussi qu'on regarde qu'est-ce que ça ressemble, la médecine du mode de vie ou lifestyle medicine. C'est une spécialité qui est vraiment axée sur pas juste les données probantes, mais aussi sur le coaching. Donc, les 6 piliers, vous les connaissez peut-être déjà. C'est une nutrition basée sur les données probantes. Et donc, spécifiquement en lifestyle medicine, c'est la nutrition basée sur les données probantes dans le but de prévenir, traiter, puis même parfois renverser des maladies chroniques. Puis par maladie chronique, on parle de cholestérol, hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, des ACV, des crises de cœur, des cancers, de l'auto-immunité, etc. Et donc, on veut vraiment faire sûr qu'au moins les médecins ils comprennent puis ils se sentent compétents dans les principes de base. On ne prétend pas être capable de former des spécialistes en nutrition dans le centre de formation, mais plutôt d'équiper les médecins, d'être capables de mieux, premièrement, de mieux reconnaître que la nutrition, c'est à la fondation de la santé, puis des interventions en nutrition peuvent absolument impacter l'évolution d'une maladie chronique. Puis d'aider le médecin aussi à reconnaître ses limites, puis de l'encourager d'impliquer d'autres spécialistes comme en nutrition, comme les diététistes enregistrés dans les soins du patient, là. Beaucoup des médecins, je trouve, par expérience, que on n'est pas formé en nutrition à l'école de médecine, puis qui fait que je pense qu'on a des médecins qui sont motivés, puis qui vont aller chercher de l'information eux autres mêmes. On souhaite que l'information, puis l'éducation qu'ils vont chercher par eux autres mêmes, et à travers de bonnes sources fiables. Mais il faut aussi garder en tête que à la fin de la journée, il y a des médecins qui sont en train de aussi utiliser l'intelligence artificielle, puis l'Internet, puis les médias sociaux pour obtenir leur information, puis leur éducation en nutrition. Et donc, on veut juste simplement s'assurer que nos professionnels de la santé, si on est pour aller chercher de l'information, de l'éducation en nutrition, que c'est standardisé, puis que tout le monde ait non seulement accès à l'information validée puis standardisée, mais les données probantes qui sont les plus à date. Et donc, on le sait, la nutrition peut impacter toutes nos maladies chroniques, puis souvent, les médecins ne se sentent simplement pas compétents. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'exercice. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que l'exercice est bon pour la santé, mais plutôt, je ne pense pas que les gens reconnaissent à quel point que c'est bénéfique pour prévenir des maladies chroniques ou ralentir les complications. Mais souvent, les médecins, notre recommandation, on se limite à faites plus d'exercices, puis on essaye de faire plus d'exercices, puis on checkera avec ton hémoglobine glycosylée dans 3 mois ou ton bilan lipidique.
la certification en médecine homéopathie est là pour équiper vraiment le médecin, les étudiants en médecine, pour être capable de faire des recommandations qui sont personnalisées. Au lieu juste d'une recommandation générale de fais 150 minutes d'exercice par semaine, plus 2 sessions de lever des poids, de vraiment d'être capable de de créer un plan qui est personnalisé, puis d'encourager le médecin d'emblée d'impliquer un kinésiologue ou un physiothérapeute ou son chiro ou des gens qui sont capables de guider, aider le patient à naviguer. Parce que sinon, le patient, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur YouTube, puis il essaie de trouver des exercices. Il va obtenir son information un peu n'importe quoi, n'importe où, puis ça peut possiblement là, même mener à des blessures ou même mener à des mauvaises recommandations. Le troisième pilier, c'est la gestion de stress. La gestion de stress, de savoir comment inclure ces recommandations-là d'un rendez-vous médical qui est occupé. Nos patients, ils ont 3-4 raisons de consultation, nos rendez-vous sont 15-20 minutes. Comment est-ce que tu fais pour là, parler de stress avec ton patient quand on le sait que ça peut impliquer, là, ça peut perturber son sommeil, le stress peut jouer un rôle sur sa tension artérielle ou sur l'incidence de désordres de la santé mentale. On le sait que le stress impacte la santé émotionnelle, physique puis psychologique, mais souvent, c'est est-ce que le médecin se sent confortable et compétent à prescrire des programmes de pleine conscience ou de méditation ou c'est des techniques de relaxation, de respiration. Puis c'est une des forces du programme de Lifestyle Medicine, c'est vraiment d'outiller les médecins pour qu'ils soient capables de enseigner ces concepts-là à leurs patients, puis de comment le faire à l'intérieur des contraintes du système médical qu'on travaille là-dedans. Le quatrième pilier de la médecine de mode de vie, c'est l'hygiène du sommeil. Puis par hygiène du sommeil, on le sait que le sommeil est important, puis les médecins, on est des experts en solutions, on se sent le plus compétent quand on fait une recommandation que l'on connaît bien. Puis on le sait, on prescrit trop de somnifères, on prescrit trop de sédatifs, puis trop souvent, on met nos patients dans une situation de tolérance puis de dépendance où ce que ça devient ensuite vraiment difficile à enlever nos patients sur ces pilules-là. Ces médicaments-là ont leur place en médecine moderne, mais souvent, il y a peut-être un manque de connaissances chez nos étudiants en médecine sur connaître les différents stades de sommeil, comment faire intake de hygiène de sommeil. Est-ce que le patient, là, il dort suffisamment d'heures, a un sommeil de qualité ou de consistance, puis de régularité qui est optimale? Puis de quelle manière qu'on peut vraiment comprendre la physiologie du sommeil? C'est là, la mélatonine, l'adénosine, les hormones de stress, l'exposition à la lumière, par la nourriture, puis comment est-ce que ça impacte ou non le sommeil. On revise aussi les différentes conditions qui impactent le sommeil, de apnée du sommeil jusqu'à l'insomnie primaire, jusqu'au parasomnie. Sur la médecine du mode de vie est aussi là pour essayer d'encourager les médecins à d'emblée, pas d'aller directement aux somnifères quand les patients ont des problèmes de sommeil, mais de plus comprendre que tous les piliers s'impactent un à l'autre. La manière que tu manges va impacter la manière que tu dors, puis la manière que tu bouges ton corps impacte ton sommeil, puis le stress que tu as impacte ton sommeil. Puis si tu dors mal, ben, tu fais des moins bons choix alimentaires, puis en termes de nutrition, puis tu as peut-être un genre d'activation du système nerveux sympathique, plus avec un seuil plus bas, et donc tu files plus stressé. Et donc, de vraiment comprendre la littérature scientifique qui nous montre que tous ces différents piliers de la santé-là sont tous interreliés, là. Il y a un volet aussi sur la cessation tabagique, la réduction de l'alcool et de l'abus de substances, de comprendre les facteurs causaux et les facteurs qui vont venir influencer les choix des patients, d'expériences traumatiques dans le passé, puis de comprendre pourquoi les gens consomment ces substances-là, puis d'ensuite nous équiper avec les connaissances qu'on a besoin en coaching pour être capable de naviguer le changement avec les patients qui veulent vraiment essayer de réduire leurs substances. Puis le 6e pilier, c'est les connexions sociales.
c'est là, les gens qui se décrivent comme étant seuls ou isolés, euh, on voit une augmentation de la mortalité de toute cause de l'ordre de 15 à 20 qui est similaire à quelqu'un qui fume un demi-paquet par jour. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est là, les déterminants sociaux de la santé, le nombre de connexions sociales, le réseau de support doit absolument être mobilisé quand on essaye de naviguer le changement de tous les autres piliers euh, de la santé avec nos patients. On doit absolument mobiliser ces ressources-là. Là. Ça, c'est la médecine de mode de vie. C'est d'une evidence-based spécialité. Une evidence-based spécialité qui existe, ça fait longtemps maintenant, au-dessus de 20 ans. Je pense qu'on est à la 26e année. Puis on le sait que les habitudes de vie sont directement vont impacter le risque d'être diagnostiqué avec une maladie chronique. Puis même si la dose de l'intervention est élevée assez, il y a certaines personnes qui peuvent même mettre en rémission des maladies chroniques ou même les renverser ou les traiter. Ça m'apporte à LMRC, Lifestyle Medicine Residency Curriculum, qui est simplement le curriculum de médecine de mode de vie. So, dans le fond, on a l'American College of Lifestyle Medicine et l'International Board of Lifestyle Medicine, qui sont des associations américaines et internationales qui essaient de certifier leurs membres, certifier les médecins et d'autres professionnels de la santé dans le but qu'on parle tous le même langage. Et donc, moi, quand j'ai appris plusieurs années passées qu'il y avait possibilité d'intégrer ce programme-là à la résidence en médecine de famille, je m'ai dit, fantastique, je vais commencer à s'aimer la graine, parler de ça avec mes collègues. Puis je suis tellement chanceux, j'ai eu un support fantastique de tous mes collègues. Puis en juillet, la première cohorte va commencer, puis va avoir accès à faire cette formation-là. So, le curriculum en médecine de mode de vie, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle le microprogramme qui existe déjà pour des gens qui veulent faire d'autres sortes de spécialités en même temps qu'ils deviennent spécialistes en médecine de famille. C'est optionnel, premièrement, mais on a un intérêt des résidents de s'inscrire. Puis je pense que ça va même être possiblement un bon mécanisme de recrutement pour les gens qui viennent en médecine de première ligne. Parce que je pense que le premier contact du patient avec son médecin se fait souvent à travers son médecin de famille pour les gens qui en ont un. Et donc, les changements d'habitude de vie, vu que ça impacte 80% des visites médicales en première ligne, je pense que c'est juste raisonnable de vouloir que nos médecins généralistes soient familiers avec la médecine du mode de vie. Et donc, le curriculum en médecine de mode de vie, ça va être quoi? Ça va être 100 heures de formation dispersées sur le 24 mois de résidence en médecine de famille, où ils vont appliquer, ils vont apprendre, mais aussi appliquer directement les principes de lifestyle medicine directement avec leurs patients, alors qu'ils vont être supervisés par leur mentor. So, il y a du 100 heures de formation. Il y a à peu près 40 heures qui va être fait en ligne. Donc, 40 heures veut dire une plateforme en ligne qui est gérée par l'American College of Lifestyle Medicine, qui est similaire à ce que nous autres, on a fait comme les médecins qui se sont certifiés. C'est fait sur leur propre temps. On peut compter là, à 40 heures en ligne vont ensuite être associés avec 40 heures d'activité. So, l'exemple que je vais donner, c'est là, un des activités, puis je vous donne, il y a 40 heures d'exemple, mais je vous donne un 5 minutes d'exemple. Il y a un des modules, c'est l'hypertension. Et donc, c'est quoi les données probantes en termes de nutrition puis d'hypertension? Puis, une des activités, c'est qu'on veut que vous créez c'est là un menu ou de recettes. On veut que vous décriviez des repas qui vont aider vos patients à baisser leur tension artérielle naturellement. Le résident, lui, après avoir fait sa formation sur l'hypertension, va ensuite, un samedi ou un dimanche ou un soir, il va développer un menu qui va ensuite falloir nous montrer, puis qui va être corrigé par les mentors superviseurs.
Puis ça va être, le but, c'est d'appliquer ces principes-là, c'est de réduire le sodium, de réduire le gras saturé, d'augmenter les fibres, d'avoir beaucoup de composés phytochimiques ou de nitrates ou de composés qui sont protecteurs pour la tension artérielle. Puis ensuite de ça, il faudra qu'il en parle avec ses patients. So, dans le fond, il faut que le résident, lui, comme une de ses activités, après avoir lu sur l'hypertension, c'est une activité pratique où ce qu'il doit créer ensuite un repas, prendre des photos, puis nous les montrer, décrire les ingrédients, décrire les calories qu'il y a dedans, décrire la quantité de sodium. Et donc, je pense que la meilleure manière d'apprendre et de le faire, c'est au lieu de dire au patient mange moins de sel, il va avoir pratiqué comment construire des repas lui-même qui sont protecteurs contre l'hypertension. Puis sa même affaire va arriver en termes de diabète, en termes de cholestérol, en termes de cancer, en termes d'auto-immunité. C'est quoi d'une manière de manger qui peut baisser ton inflammation? Toutes des choses que les résidents vont pas juste apprendre en ligne, ils vont ensuite le pratiquer à la maison, puis ils vont ensuite l'appliquer avec certains de leurs patients. So, les résidents vont apprendre à comment questionner le régime alimentaire de leurs patients, comment mesurer les portions, comment comprendre les étiquettes nutritionnelles, puis de l'enseigner à leurs patients. So, en plus de la plateforme en ligne, il va y avoir la composante pratique qui est les application activities. Qu'ils vont faire à la maison. Puis ensuite de ça, ils vont aussi avoir des demi-journées de stage. So, on veut que nos patients, que nos résidents, en plus d'appliquer qu'est-ce qu'ils vont apprendre avec le patient, mais qu'ils aillent faire des stages à des cliniques collaboratives qui sont déjà, de la clinique de chirurgie bariatrique, à la clinique d'obésité, à la clinique cœur en santé, avec des diététistes enregistrés, avec des kinésiologues. On veut que nos médecins soient exposés davantage à des interventions de prévention primaire et secondaire directement reliées à la médecine de mode de vie. Parce que la médecine de mode de vie, ce n'est pas un concept nouveau. C'est un concept qui est peut-être mal intégré à la formation médicale comme qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y a déjà beaucoup de professionnels de la santé qui pratiquent la médecine de mode de vie. Notre vision, c'est que tous ces gens-là travaillent sous le même toit, à la même clinique, en utilisant le même langage. Mais on est définitivement loin de là pour l'instant, là. En plus de la plateforme en ligne, en plus des activités d'application que les résidents vont faire à la maison, on va aussi avoir à documenter 400 interactions de patients sur leurs 24 mois pour que les résidents peuvent vraiment appliquer avec des vrais patients les principes qu'ils ont appris. Puis c'est pour ça que c'était vraiment important d'avoir des médecins à la clinique qui sont aussi certifiés puis formés en médecine de mode de vie, parce que ça va être difficile de superviser un résident qui fait sa résidence en médecine de mode de vie, c'est que tu ne te sens pas toi-même à l'aise avec le matériel, là. Il va aussi avoir 10 heures de gestion de groupe. So, on est en train de monter un projet maintenant qu'on appelle les visites médicales de groupe. Puis ça, c'est, pour résumer ça rapidement, c'est au lieu de dire à chacun des patients quoi c'est faire pour baisser leur cholestérol, on regroupe tous ces patients-là dans un groupe, puis on donne un cours à une cohorte de patients qui qualifient, qui veulent baisser leur cholestérol naturellement, par exemple. So, on peut imaginer qu'on pourrait faire des visites médicales en groupe pour le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Première cohorte qui va être à l'étude, c'est pour le cholestérol, pour la dyslipidémie, mais on peut imaginer qu'on peut faire du coaching en groupe pour toutes sortes de maladies chroniques, là. En plus de ça, les cours en ligne, les applications à la maison, les 400 patients qui vont être capables de documenter et d'appliquer les principes appris, ils vont avoir leur journée de stage aussi en médecine de mode de vie. On va aussi donner des cours qu'on va traduire. Les cours touchent tous les différents modules. Puis ça, c'est des cours qui vont être créés et donnés par les médecins
de l'unité de médecine familiale. On a déjà déterminé qui ce qui va donner quel cours dans le but de faire sûr que les patients et l'intérêt de nos médecins s'alignent avec les cours qu'ils donnent. Donc, on a déjà une expertise à la clinique en nutrition, en pathologie du sommeil, en abus de substances, en exercice. Et donc, les médecins vont concevoir des cours qui vont être en français pour être capables de venir complémenter le matériel qui est déjà donné à travers du curriculum, à travers la plateforme en ligne. Si on voit Introduction to Lifestyle Medicine comme le premier module, c'est de vraiment parler de la littérature scientifique, puis c'est quoi la qualité des études scientifiques qui vient appuyer l'utilité de la médecine de mode de vie en médecine de première ligne, incluant des études qui montrent vraiment que pour chaque dollar, pour chaque dollar qu'on investit en prévention, on sauve 2 dollars. Donc, c'est plutôt une revue de la littérature scientifique par rapport aux bénéfices d'appliquer la lifestyle medicine dans la vie de tous les jours. Module 2, c'est sur la gestion de stress chez le médecin parce que faut mettre ton propre masque d'oxygène avant d'aller aider les autres. Il veut dire qu'on doit, comme médecin, être des modèles de rôle pour nos patients. Puis moi, c'est quelque chose qui me passionne absolument. Il faut que tu sois... You have to walk the walk before you talk the talk. Basically, ce que j'ai en train de dire, c'est qu'on veut vraiment que nos médecins soient des champions de saines habitudes de vie. Et donc, on veut faire en sorte qu'eux autres aussi comprennent comment vivre des bonnes habitudes. Module 3, c'est de la nutrition en prévention, traitement et rémission. Il y a une section sur les maladies cardiovasculaires, sur le cancer, sur les maladies neurodégénératives, sur l'obésité, puis sur l'auto-immunité. Ensuite de ça, c'est comment évaluer et prescrire l'activité physique, comprendre la littérature scientifique sur le sommeil, qui est quelque chose qui est à peine vu en médecine, comprendre les abus de substances, comprendre aussi les principes qui gèrent le changement. Nos patients, souvent, ils savent quoi faire, puis pourquoi le faire. C'est le comment qui est le problème. Nos médecins sont des experts en solutions, mais pas des experts en changement. Puis c'est là qu'on a de la misère à naviguer le changement avec nos patients. On a tendance à proposer des interventions qui poussent le patient vers l'action. Puis des fois, le patient il est en stade pré-contemplation. Puis cette intervention-là qu'on fait avec lui n'est pas nécessairement adaptée à son stade de changement. Et donc, le but, c'est de faire sûr que les gens comprennent comment aider les patients à naviguer le changement. Ensuite, Key Clinical Processes in Lifestyle Medicine, dans le fond, on veut que les patients, nos résidents, nos étudiants soient compétents dans l'interprétation de la littérature scientifique, de comprendre qu'est-ce qu'est une bonne étude puis qu'est-ce qu'est une mauvaise étude dans le but d'être capable de guider les patients qui disent, bon, j'ai vu telle affaire online qui m'a dit que si je prends ce supplément ici, ça va m'aider à prévenir le cancer. D'être vraiment compétent puis confiant qu'on peut interpréter ces études-là dans le but de corriger ou de rectifier la mésinformation. Module 9, c'est des interventions de santé mentale. On parle de dépression, anxiété, gestion de stress, comment aider nos patients à naviguer ça, incluant module numéro 10, qui est le rôle de la psychologie positive, qui est dans le fond trouver nos forces, puis d'être capable de les mobiliser pour améliorer nos habitudes de vie. Les 10 modules sont en ordre. Puis là, ici, les unités didactiques, c'est le nombre d'heures consacrées à chaque module, incluant le nombre d'heures d'activités d'application que les résidents vont faire, soit en clinique ou à la maison. On voit que c'est vraiment la nutrition dans la gestion des maladies chroniques qui occupe le plus gros pilier, incluant l'activité physique, mais ils sont tous importants. Ça, c'est des exemples. Le but n'est pas de vous bombarder avec un tableau, là, mais c'est au cas où qu'on a des étudiants en médecine ou des résidents en médecine qui vont venir faire le programme, c'est de comprendre à peu près comment est-ce que ces activités-là sont divisées, le nombre de patients par module, puis des exemples
d'intervention qu'on va faire avec nos patients. On le voit, tu sais, là, exemple, on veut que nos résidents apprennent à, c'est là, faire un genre d'histoire, évaluation de la nutrition de nos patients dans le but de vraiment voir, y a-t-il des groupes alimentaires qui sont sous-représentés ou y a-t-il des nutriments qui sont sous-représentés dans le but de faire ensuite des prescriptions de nutrition à nos patients. Fier d'être le premier site au maritime et le deuxième au Canada, mais le curriculum est déjà intégré à presque 300 sites aux États-Unis, mais seulement un au Canada, à Laval. Puis si on regarde le breakdown, on sait que c'est en médecine de première ligne où ce que c'est le plus intégré, mais on le voit que le deuxième site le plus commun, c'est en médecine interne. So, je pense que peu importe la profession médicale, que ce soit en médecine de première ligne ou en médecine de spécialité, on voit là, en psychiatrie, en physiatrie, en pédiatrie, en médecine préventive, toutes les spécialités médicales pourraient profiter d'une intégration du régime du curriculum de mode de vie à leur résidence. Hein. Puis moi, dans mes rêves du futur, dans ma vision, j'aimerais bien ça que toutes même la résidence en psychiatrie localement, toutes les spécialités auraient accès à une formation en médecine de mode de vie. So, à l'UMF, on est 18 médecins. Sur les 18, il y en a 14 qui sont inscrits au Board Review Course. De les 14 qui ont complété le cours, il y en a 6 qui ont challengé l'examen et on a tout passé. Donc, on a 6 médecins à l'unité de médecine familiale qui sont des diplômés de l'American Board of Lifestyle Medicine et de l'International Board of Lifestyle Medicine. On n'a pas besoin d'avoir fait l'examen pour se sentir compétent avec la matière. Le but est simplement de standardiser les gens pour qu'on ait tous le même langage puis qu'on se sente à l'aise de superviser nos futurs résidents. C'est moi le directeur du programme avec la co-direction Dr. Jannick Alain et Dr. Marie-Josée Leblanc. On a créé 13 nouveaux cours en français parce qu'un des défis, évidemment, c'est que le curriculum est en anglais. C'est la première année. On va apprendre beaucoup, j'ai pas de doute, puis on va vraiment mettre en place des protocoles puis des démarches pour être sûr d'aller recueillir non seulement le feedback des patients, mais aussi le feedback de nos étudiants, parce que le but n'est pas juste de faire une cohorte de 2 ans puis de finir là. Je pense que l'objectif, ça serait de grossir puis à un moment donné, possiblement avoir un curriculum complètement en français, où ce qu'on aurait traduit tout le contenu en français. Vous pourriez vous poser comme question, qu'est-ce que ça donne, utiliser un curriculum de l'ACLM? C'est les résidents, après, qui ont fait leur formation, puis qui ont complété le curriculum. Ils ont 3 ans à challenger l'examen. L'examen, c'est un examen difficile. Il faut travailler dur. Puis pour passer cet examen-là, il faut vraiment que tu aies mis beaucoup de temps là-dedans. Les étudiants auront 3 ans à aller écrire l'examen dans un centre prométrique. Puis ensuite, ils deviennent certifiés et diplômés de l'American Board of Lifestyle Medicine. Mon souhait, c'est que nos résidents, une fois qu'ils ont eu ces connaissances-là, apportent ces connaissances-là dans leur pratique, puis considèrent intégrer des visites médicales de groupe, puis aussi de bâtir des cliniques multidisciplinaires où on travaille avec des diététistes, avec des kinés, puis on travaille avec des infirmières praticiennes, puis on a une clinique multidisciplinaire où ce que le patient, tout sous le même toit, a toutes ces professions-là. C'est ça mon rêve. On est encore loin de là, mais on est en train de bâtir dans cette direction-là. Vu que nos résidents doivent animer des visites médicales de groupe comme un des objectifs de leur curriculum en lifestyle medicine. On a déjà commencé à les créer. On est une grosse équipe qui, en arrière de ça, nos résidents, nos chercheurs, notre psychologue, une diététiste, Stéphanie, Frank, Saïd, Mathieu, Shane, puis aussi José, puis moi, et une tonne de monde en arrière-plan.
On a commencé des visites médicales de groupe qui vont partir dans le mois d'avril pour des gens qui souffrent de dyslipidémie. On est en train de recruter activement des patients de l'unité de médecine familiale pour faire partie de ce projet de recherche-là. Puis ce qu'on cherche à montrer, c'est pas juste que les gens sont capables de réduire leur cholestérol avec des habitudes de vie, c'est aussi qu'on est capable d'offrir des soins qui coûtent moins cher au système de santé, qui préviennent des conditions médicales chroniques. Puis là, durant les visites médicales de groupe, les cours, les 9 modules sont tous axés autour des saines habitudes de vie. So, si quelqu'un me demanderait là, de quelle manière que je dois manger pour baisser le cholestérol, ben, c'est drôlement similaire à la même manière qu'on doit manger pour réduire le risque de démence ou réduire l'hypertension. Ça donne que les saines habitudes de vie, c'est un gros thème qui impacte positivement le risque de la plupart de nos maladies chroniques. So, là, nous autres, on mesure spécifiquement le cholestérol dans cette étude-là, mais c'est sûr qu'il va y avoir des bénéfices collatéraux qu'on va voir aussi, là. Ma vision au long terme, c'est une clinique multidisciplinaire qui évalue plusieurs différentes choses, une clinique spécialisée en processus de changement, cessation tabagique, une clinique où ce que l'on mesure la composition corporelle, la sarcopénie, dans le but de prescrire de l'exercice aux gens longtemps avant qu'ils deviennent ostéoporotiques. Mon but, c'est d'avoir des animations de visites médicales de groupe. Nos visites médicales de groupe vont être au centre Uniplex, où ce qu'on va avoir des discussions de groupe à propos de tous les différents piliers des saines habitudes de vie. Puis là, on va aller marcher sur la piste de marche tout ensemble avec nos médecins, puis avec nos résidents. Je veux créer des projets de recherche dans le but de voir si on est capable d'améliorer les outcomes, réduire les coûts, aider notre système en souffrance. Dr Alain va commencer le programme de Walk with a Doc, qui est dans le fond, des patients marchent avec leur médecin. Puis on a commencé ça plusieurs années passées, les plant-based potlucks, où l'objectif, c'est de réunir des médecins, des patients, nos résidents, puis de faire une conférence où tout le monde apporte un aliment plant-based. Le but, que ça soit plant-based, est juste de montrer aux gens qu'il y a des recettes qui sont hauts en fibres, bas en sodium, bas en gras saturé, pas en cholestérol, qui peuvent quand même être délicieuses. Puis de montrer aux gens que, là, on peut avoir des recettes qui goûtent bon, puis qui sont convenientes, puis qui sont en même temps en train de réduire le risque de maladies chroniques. Je ne veux pas vous bombarder avec tous ces chiffres-là, mais dans le fond, pour les gens qui veulent le voir rapidement, ça, c'est ça que ça va avoir de l'air. On a déjà travaillé sur ce gros projet ici, ça fait longtemps. On a déjà déterminé l'ordre des modules, l'ordre des cours, le nombre d'heures, les médecins qui vont donner chaque cours, chaque volet de Lifestyle Medicine. Puis aussi, le défi, c'est de l'intégrer à une résidence en médecine famille qui est déjà ultra chargé. Et donc, c'est pas facile, mais on a fini par créer un horaire qu'on va présenter aux résidents qui vont appliquer en Lifestyle Medicine. Où on sait déjà ce que ça va ressembler. Puis le but, c'est d'essayer de le répartir parce qu'à la base, notre objectif avec la résidence en médecine de famille, c'est de former des médecins de famille. OK? Et donc, il faut que la formation complémentaire de Lifestyle Medicine vienne vraiment complémenter leur résidence en médecine de famille puis pas la remplacer. Là. Le but ultime, c'est d'augmenter la collaboration multidisciplinaire. C'est aussi simple que ça. C'est d'augmenter l'utilisation de nos diététistes, puis nos ergos, puis nos kinés, puis nos travailleurs sociaux, puis nos infirmières, puis qu'on travaille tous envers le même but, là, qui est de réduire le burden de maladies chroniques, qui est probablement une des raisons que notre système est en crise. Ce qu'on veut, c'est de créer une culture de prévention en médecine, où ce que nos résidents, nos médecins, puis notre profession en général focus plus sur ce qu'un patient peut faire pour sa santé au lieu de qu'est-ce qu'il peut prendre pour sa santé. Donc, miser sur des habitudes de vie en priorité, puis de la médication va tout le temps être nécessaire en médecine,
Puis ça n'a pas besoin d'être un ou l'autre. Le but, c'est de les combiner. C'est là, utiliser les forces des deux, de la médecine moderne, puis des avancements technologiques, avec aussi la base, les piliers d'un mode de vie sain. Cool. Parfait. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci infiniment pour vos petits cœurs dans l'écran que je vois depuis tantôt. Je suis ici pour des questions si jamais il y a des gens qui en ont. Et merci beaucoup, Dr. Cormier. Votre passion pour le sujet est comme palpable à travers l'écran. C'est clair que le succès que vous avez jusqu'à date, c'est bien mérité. Donc, on va ouvrir la période de questions. Parfois, vous pouvez lever vos mains. Je vais commencer avec la première question, par exemple, qui a été envoyée dans le chat, dans la discussion. Donc, la question, will there be education on understanding LDL to HDL ratio and supporting the patient on which lifestyle changes will support the specific need of each patient instead of just using ratio to assess need for medication intervention? Yeah, super. Ben, premièrement, oui, oui, il y a un volet spécifiquement sur le cholestérol. Et donc, tu sais, là, le but, c'est d'appliquer la nutrition. C'est sûr qu'il y a des thèmes communs, là, puis le pattern alimentaire qui aide le risque de maladie chronique, on est un qui aide beaucoup de choses à la fois. Mais oui, il y a un volet spécifiquement sur les maladies cardiovasculaires, incluant la diète portfolio, la manière qu'on est capable de non seulement interpréter notre bilan de lipides, mais aussi de l'améliorer avec la nutrition puis les saines habitudes de vie, là. Merci. Docteur Landry, ensuite Docteur Leblanc. Bonjour, félicitations, Joël. Allô, Michel! Comme tout le temps, j'aurai une pile de questions. J'en ai comme deux, trois là, que j'aimerais, si je peux te demander. Là. Premièrement, c'est les rencontres de groupe. Est-ce que tu peux animer par le résident en médecine de famille ou est-ce que ça va être, parce que normalement, tu voudrais qu'ils travaillent interdisciplinaire. J'imagine que ces rencontres de groupe-là, il va y avoir des professionnels, différentes professionnels de la santé, mais aussi, je me demande, est-ce qu'il va y avoir des lifestyle coachs aussi? Parce que c'est des intervenants qui coûtent un petit peu moins cher au système que les médecins et les autres professionnels de la santé. Ah, c'est le fun. So, premièrement, pour les gens qui ne savent pas, Dr. Landry était mon superviseur quand moi j'étais résident, puis il m'a transmis cette même enthousiasme-là pour la médecine que j'ai encore aujourd'hui. So, merci, Dr. Landry. Oui, l'objectif avec les visites médicales de groupe, c'est qu'on a une équipe multidisciplinaire. Hein? On a des coachs, on a une diététiste qui va donner des sessions, on a une psychologue qui va donner des sessions, on a des médecins et des résidents qui vont être impliqués. On veut trouver quelqu'un, puis là, en tout cas, on est tout le temps en train de travailler sur du budget. On veut trouver aussi des health coachs, on aimerait aussi d'avoir des kinés, puis on aimerait aussi d'avoir des spécialistes culinaires. C'est des gens qui sont simplement capables de créer des belles recettes, là, puis d'enseigner des cours de cuisson. Le but ultime, le premier cohorte va être géré par les résidents puis par les médecins, mais le but ultime, ça serait que nos résidents soient capables d'administrer une portion de ces visites médicales de groupe-là pour que quand ce qui arrive en pratique, c'est pas intimidant d'essayer de peut-être connecter, de se mettre avec 2-3 autres médecins, puis peut-être une infirmière, puis une diététiste, puis d'être capable de prendre le template de visite médicale de groupe qu'on veut créer à l'UMF, puis de l'appliquer dans leur propre réalité, dans leur propre milieu. C'est sûr que nous autres, par exemple, on a-tu des barrières? Ben, ouais, des fois, le centre uniplex, des fois, il est déjà réservé avant qu'on a pu l'avoir. Faut trouver des centres, il faut trouver des cuisines communautaires, il faut trouver des places où on peut faire de l'exercice avec nos patients, puis il faut trouver des intervenants, puis à la fin de la journée, il faut trouver de l'argent parce que ces affaires-là, ça coûte de l'argent. Puis moi, j'ai complètement d'accord avec ce que tu as dit, que des spécialistes ou des coachs en santé,
puis de collaborer avec eux autres, ça coûte moins cher, puis ils sont capables de vraiment améliorer le rendement. Là. Là, des fois, les gens ont juste besoin de quelqu'un dans leur coin qui les encourage, puis qui renforce positivement. So, mon objectif, ça serait que everyone qui est impliqué dans les visites médicales de groupe, à un moment donné, aurait la certification en lifestyle medicine, juste dans le but qu'on parle tout le même langage, incluant les coachs. Là. Juste une dernière question avant de laisser les autres. Tu l'as mentionné, la résidence en médecine de famille, c'est très chargé déjà. Y a-t-il une raison pourquoi que ça a été intégré et pas faire une formation complémentaire de 3 ou 6 mois? Oui, bonne question. Je pense que l'idéal, c'est de l'intégrer. C'est que je crois que on pratique déjà un petit peu de médecine de mode de vie sans savoir ou sans appeler ça la médecine de mode de vie. So, à la fin de la journée, comme je pense, quand un patient vient nous voir puis il dit « je veux arrêter de fumer on fait des interventions de médecine de mode de vie qui est un petit peu basées sur l'art de la médecine puis sur les données qu'on a appris. Quand quelqu'un nous dit « hey, regarde, là, mon diabète, qu'est-ce que je peux faire avec ma nutrition? » Ben, dans le fond, on est souvent interpellé à faire des recommandations de nutrition anyway, right? So, puis si on fait le breakdown sur le 24 mois, ça donne à 1 heure par semaine. So, les résidents, puis on a un extrême intérêt de les résidents qui ont déjà manifesté de l'intérêt. L'objectif, c'est s'assurer, puis il y a un nombre limité d'espace. Okay? Jusqu'à cette heure, on a un maximum de 8 qu'on va prendre. Il va y avoir des entrevues, c'est qu'il y a plus que 8 qui appliquent. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner qu'on a des vrais champions là, qui sont vraiment motivés puis convaincus qu'ils veulent que la médecine de mode de vie joue un rôle dans leur pratique future. Ça, est-ce que ça ajoute? Oui, ça ajoute de la même manière que les gens qui font des micro-programmes de santé internationale ou d'autres sortes de micro-programmes en recherche en même temps. Sur ce site, on va appeler ça notre micro-programme de médecine de mode de vie. Puis je pense que c'est là à peu près 1 à 2 heures par semaine maximum de formation complémentaire, que ça devrait quand même bien s'intégrer avec les journées de gestion qu'il y a, puis aussi avec des résidents en général qui sont probablement plus motivés à le faire parce qu'ils ont choisi de l'appliquer pour. Là. Merci, Dr. Landry. Dr. Leblanc, ensuite Karine, ensuite Chantal. Ben Gilles, bravo, bravo, bravo. Bravo à toi et à toute l'équipe qui est en soutien à tout ce beau projet-là. Moi qui viens du monde de la pédiatrie, ça fait 30 ans qu'on parle de prévention puis qu'on essaie d'avoir un changement de paradigme là, dans le secteur. Puis je trouve que c'est tellement... Puis tu sais que je suis une grande fan. Ma question pour toi, Gilles, est peut-être comme un peu dans la structure d'accréditation que vous avez. Dans les modules que vous enseignez, les 10 modules que tu as mentionnés, tu as dit que c'était des médecins qui allaient faire les modules. C'est-tu aussi comme des autres professionnels de la santé qui peuvent aussi enseigner les modules ou faut-tu absolument, parce que, tu sais, on parle d'interdisciplinarité, mais souvent nos structures nous permettent pas nécessairement d'aller chercher la richesse puis l'expertise des autres professionnels de la santé. Puis je me demandais juste, est-ce que ces modules-là vont aussi être enseignés en interdisciplinarité? Parce que je pense que c'est là la force du programme. Là. 100% d'accord. C'est sur ma wish list. Exemple, on a un spécialiste en sommeil, là, à l'hôpital. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas le spécialiste du sommeil qui donne la formation le cours de sommeil? Hein? On veut des kinésiologues qui donnent des cours sur l'activité physique. C'est les spécialistes. On veut des diététistes qui participent à l'administration des cours en nutrition. La question est toujours... où est-ce qu'on prend ces scènes-là, right? So, maintenant, pour la première année, c'est des médecins qui vont donner, les médecins qui ont fait leur certification en médecine de mode de vie, qui vont donner les modules. Je pense que vision du long terme, c'est que j'aurai une diététiste qui travaille dans mon bureau avec moi, one-on-one, pour qu'elle est absolument impliquée dans la création du curriculum, puis d'en faire sûr que, on ne prétend pas être des spécialistes en nutrition. On prétend être des médecins de famille avec une formation de base en nutrition, right? Qui est déjà au-delà de ce qu'est la formation. Mais je pense que oui, je suis d'accord avec vous autres qu'on a besoin de spécialistes de toutes les professions qui sont impliqués directement puis en contact direct avec nos résidents. Là. OK, so then, si je comprends bien tout de suite, c'est pas la structure du American Board of Lifestyle Medicine qui permet pas qu'on ait ces professeurs-là en interdisciplinarité, c'est vraiment juste
développer l'intérêt, développer Mhm. les champions, puis aller chercher le financement pour pouvoir soutenir ces personnes-là pour les développer. OK, parfait. Tu as bien répondu 100%. à ma question. Les visites médicales de groupe, parce qu'on a des fonds de recherche, on a accès à avoir une diététiste, puis d'autres gens d'autres professions d'impliquer directement. Mais ça, c'est vraiment un volet séparé de la résidence elle-même. Karine, ensuite Chantal. Oui, allô, je trouve ça super, super intéressant. J'aurais aimé faire ma résidence dans ce temps-là. Je me demandais pour les médecins qui sont pas à l'UMF, est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire à ce micro-programme-là ou au moins comme de mettre le lien pour qu'on puisse le faire et qu'il y ait le plus de médecins possible dans la communauté, dans la ville, là? Deux manières de devenir certifiable en lifestyle medicine. Un, on fait le programme de résidence qui est juste disponible pour nos résidents. Deux, on passe à travers d'un autre pathway qui appelle n'importe quel médecin avec au-delà de n'importe quel professionnel de la santé. Hein. Faut pas oublier, j'utilise le mot médecin parce que je suis un médecin qui enseigne la médecine, mais nos diététistes, nos naturopathes, notre infirmière praticienne, des gens qui veulent pratiquer de la médecine de mode de vie basée sur des données probantes peuvent s'inscrire après 2 ans de pratique en communauté. C'est aussi que, exemple, Karine, toi tu dis, moi je veux m'inscrire à ça, puis moi je veux avoir cette formation-là. On peut aller sur le site web de American College of Lifestyle Medicine ou International Board of Lifestyle Medicine, puis on peut s'inscrire au cours. C'est là. Puis une fois que tu fais le cours, tu as 30 crédits, mais là, tu peux décider si tu veux challenger l'examen ou pas. C'est là, puis l'examen va juste faire que tu vas étudier beaucoup plus dur, puis tu vas probablement intégrer beaucoup plus des connaissances. N'importe quel professionnel peut absolument aller chercher cette certification-là. Ah, c'est super. Puis, est-ce qu'il y aura de la place éventuellement pour les médecins hors UMF de s'impliquer dans ces trucs-là ou c'est vraiment plus comme les médecins de l'UMF pour l'instant? Alors, moi j'adorerais ça, là, que d'autres gens soient impliqués. Puis, tu sais, là, maintenant, exemple, moi, au début, je pensais que j'allais être le seul, puis je pensais que j'allais tout faire. Puis, au contraire, on est 14 sur 18 qui sont impliqués. Puis, pas pour dire qu'on manque de job, mais la première année, on a juste pris 8 résidents pour que chaque médecin ait un résident pour que la deuxième cohorte commence, parce qu'à un moment donné, il va y avoir cohorte 1 puis cohorte 2 qui va overlapper. Les R2 en lifestyle medicine, c'est qu'il y en a 7-8, il va y en avoir des R1 qui vont arriver. Si on ne voulait juste pas dépasser nos ressources, l'année prochaine, durant la deuxième cohorte, on aura 16 résidents en lifestyle medicine. So là, il y a un moment donné qu'on va peut-être avoir, là, si que d'autres médecins veulent s'impliquer, puis on a d'autres main-d'œuvre, puis il y a 16 sur 16 résidents, on n'aura peut-être pas besoin de limiter le nombre de spots. Mais non, si on a 16 résidents qui appliquent en médecine de famille, en mars, ils vont avoir leur réponse. On en prend juste 8. Si on va avoir des entrevues, il va y avoir un processus de sélection parce qu'on a peur de comme, brûler nos mentors. C'est pas le truc en avant. On verra avec le temps, ouais. J'ai fait plusieurs formations comme médecine intégrative, tout ça. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais je n'ai pas nécessairement ça que vous avez. Là, ça fait que ça pourrait être intéressant à aller chercher. Merci Fantastique. Beaucoup. Bonjour, je suis peut-être la seule personne qui n'est pas médecin ou en tout cas dans le domaine de la médecine. Dans la profession. Je suis avec l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Merci pour la présentation. C'était vraiment, vous transmettez votre passion avec passion. Donc, on dirait que j'ai comme le goût de faire la formation. Tu sais. J'aimerais, j'ai peut-être deux questions. Il y a d'une part parce que le concept est génial. J'entends bien quand même les défis de vos milieux actuels dans les rencontres patients, etc. Selon moi, il y a tout un côté où on a quand même besoin d'assurer des suivis au-delà de dire, bon, moi, on identifie que pour prévenir mon diabète, je devrais manger ceci et bouger de telle façon et faire cela. Il y aura besoin de suivi. C'est souvent ce qu'on manque avec nos médecins, les suivis, une fois qu'on ait ou non un diagnostic ou peut-être un potentiel de quelque chose. Donc, je ne sais pas comment la clinique prévoit assurer ça. Peut-être que les groupes, ça sera
plus facile parce qu'il y aura des rencontres plus ponctuelles, parce que le groupe, ça ne sera pas juste un one-shot deal, mais quand ça sera fait avec un médecin de médecine de famille. Fait que ça, c'est une des choses. L'autre chose que j'ai trouvée intéressante dans la présentation, puis que je me questionne parce que il y a quand même, puis là, je vais peut-être vexer certains, mais en tout cas, l'ouverture à peut-être aux autres modes alternatifs qui peuvent venir soutenir ce programme. Tu sais, parce qu'à un moment donné, dans la présentation, entre autres, vous avez parlé la pleine conscience. Ben, tu sais, il y en a plein de monde, là. Moi, je ne fais pas ça, mais il y a plein de monde qui offre, tu sais, des cours de méditation, de pleine conscience, d'autres offres d'appui qui sortent du monde médical, professionnel dont on a nommé. Alors, est-ce qu'on a aussi, à un moment donné, cette ouverture-là chez les médecins à dire, ben, nous, on peut faire notre bout, mais il y a peut-être d'autres mondes dans la communauté qui ont des approches intéressantes qui peuvent venir soutenir ce qu'on fait en médecine de mode de vie? Super, super, excellente question. So, premièrement, l'exemple que je peux donner pour les visites médicales de groupe, c'est qu'il y a 9 sessions avec ces patients-là. Ils seront suivis pour presque 1 an. So, le suivi est assuré. C'est mon rêve. C'est que si que moi, je diagnostique un patient avec un diabète type 2, pour une condition pour laquelle, on le sait, les habitudes de vie saines peuvent renverser ce diagnostic-là. OK? C'est pas moi qui va voir mon patient toutes les 4 semaines en suivi. Je pense que les médecins ont besoin d'être des médecins, puis on est, comme je dis, trop occupés pour éteindre des feux qu'on n'a pas le temps de les prévenir. Mais moi, je peux imaginer ensuite que mon infirmière, si elle a une formation en médecine de mode de vie aussi, elle est capable d'assurer un suivi. C'est qu'on est entouré d'autres ressources. Puis comme il y a des projets de recherche, ou ce que c'est le clip qui a été fait, le Complete Lifestyle Intervention Program, qui a été fait ailleurs, en une collaboration entre Laval puis Ontario, on voit que ces patients-là, une semaine, ils voient le kiné, puis 2 semaines après, ils voient l'infirmière, puis 3 semaines après, ils voient la diététiste. Puis dans le fond, on travaille tout, on parle tout le même langage, puis on travaille tout sur la même condition médicale. Si tu es réaliste pour tout de suite, bonne question. Je pense que c'est tout une histoire de budget puis de ressources. Mais mon but en ayant la formation médicale, c'est de changer cette mentalité-là en médecine de première ligne qu'on doit tout faire tout seul. Parce que c'est vraiment un petit peu qu'est-ce qui se passe. Le médecin, regarde, moi j'ai été formé de comme je suis le docteur à ce patient-là, je vais tout faire, je vais être son psychologue, puis je vais l'enseigner comment méditer, puis je vais lui dire comment respirer, puis en même temps je vais lui donner ses conseils de nutrition. Puis dans le fond, on était jack of all trades, mais on n'était pas vraiment right bon dans, dans plusieurs de ces domaines-là, parce qu'on n'était pas à date avec la littérature. Puis demander à un médecin d'être à date avec c'est quoi les données probantes de pleine conscience, bon, là, si c'est pas dans son champ d'intérêt, il ne va pas aller chercher cette formation-là. So, je pense que oui, le but, c'est de former une clinique collaborative de plusieurs différentes personnes, mais dans la formation de médecine de mode de vie, on fait une différence entre médecine complémentaire, médecine alternative, puis médecine basée sur des données probantes, parce que l'objectif, c'est toutes les recommandations de l'ACLM, c'est de faire des recommandations qui ont un certain seuil de niveau de preuve à l'appui. Il y a beaucoup d'affaires qui existent en médecine holistique, alternative, complémentaire, qui sont peut-être des fois loosely basées sur des preuves de faible niveau. C'est pas vraiment ça l'objectif de le programme de Lifestyle Medicine, right? So, tu sais, là, les interventions qui ont des études randomisées contrôlées ou des grosses études de cohorte suivies sur des 10, 15, 20 ans, c'est ces genres de données-là qu'on utilise pour faire nos recommandations. Et donc, tu sais, là, c'est sûr que je pense qu'il y a une place à la médecine complémentaire et alternative, mais c'est vraiment pas ça la formation qu'on voit en Lifestyle Medicine. Merci. Puis je vais souhaiter pour nos jeunes que ce soit offert entièrement en français. C'est important 100%. que le cursus soit disponible. Ouais. Absolument. Merci. Peut-être une dernière question. Je regarde le temps filer. Je pense qu'on pourrait rester ici et en parler toute la journée. Dominique?
Ben, merci beaucoup. J'avais juste une petite question. Comment est-ce que le programme considère qu'on a souvent des problèmes de façon structurelle? Si on pense à des gens qui travaillent au salaire minimum, qui utilisent les banques alimentaires, c'est pas nécessairement parce qu'ils veulent pas bien manger, c'est qu'ils n'ont pas, ils ont pas les outils puis ils n'ont pas la capacité. Donc, comment est-ce que vous faites pour jongler ça avec le curriculum que vous avez? Excellent. Ben, premièrement, les recommandations que l'on fait, puis le but de la formation, c'est absolument de considérer les déterminants sociaux de la santé. Là. Là, c'est un plein chapitre dans la formation, parce que je suis d'accord, le but n'est pas de dire à Joe, va t'acheter des bleuets organiques, là, que ça coûte 8 piastres le casseau. Et donc, il faut comprendre à quel point que les buts du patient, ses outils, ses connaissances, son budget vont tous venir là, affecter la recommandation qu'on fait à notre patient. Puis ça, c'est vrai que souvent, c'est pas de quoi nécessairement qui est considéré. Là, quand on est en train de former nos médecins, on leur dit c'est le standard, puis c'est ça, c'est le traitement, puis c'est ça que c'est. Sans nécessairement comprendre là, le stade de changement, les outils que le patient a déjà, c'est quoi ses forces puis ses faiblesses, ses défis, ses obstacles, son réseau de support. Puis c'est là que la médecine de mode de vie, c'est une genre de médecine intégrative qui a une vue d'ensemble, de pas juste la maladie, mais de l'individu dans sa maladie, puis de tous les autres facteurs qui viennent influencer. Là. Je suis d'accord que c'est un gros défi dans n'importe quel processus de changement d'habitude de vie, mais j'étais vraiment content de voir que durant cette formation-là, on prend en considération les déterminants sociaux de la santé qui souvent impactent plus la santé de nos patients que leurs habitudes de vie. Oui. Je suis bien d'accord avec toi. OK. Ben, je suis contente de voir ça parce que c'est justement, ça a tellement un gros impact que juste changer une habitude, c'est pas nécessairement toujours ça qui va faire la différence. Merci. Je suis complètement d'accord avec ton intervention. Là, ouais. Oui, Dr. Leblanc, puisque c'est toi, je vais permettre la dernière question. Merci. C'est juste que je suis avec Dr. Sylvain, puis il y a une question, puis je trouve qu'elle est super pertinente, Gilles, ça fait que je vais te la Oui, la alors, passer. merci Jules, Michel Sylvain, neuropédiatre. Alors, je savais que j'avais plus de chances de poser ma question, étant donné que je suis dans le bureau de Nicole. Excellente présentation, j'ai adoré. Question. Il reste que les jeunes médecins qui vont avoir cette formation-là, veulent pas, ils vont avoir des patients, bon, dès qu'ils vont commencer à pratiquer, mais vous voyez pas tant que ça des patients qui sont dans la vingtaine ou dans la trentaine, vous voyez des patients qui sont rendus à 40 ans, 50 ans et plus avancés. Donc, changer les habitudes de vie, c'est jamais trop tard. Vaut mieux commencer aujourd'hui. Puis, en fait, vaut mieux commencer il y a 20 ans, mais c'est encore mieux, mais c'est encore bien si on commence aujourd'hui. La question, c'est, idéalement, il faudrait former les jeunes qui sont dans les écoles secondaires, j'arrive du Québec, là, je connais le milieu là-bas, mais 11e, 12e année, qui sont dans les collèges après, qui sont des jeunes universitaires, on a plus de chances de changer des habitudes sur le long terme si on est sensibilisé, puis on commence à faire ça quand on est un jeune adulte, OK? Alors, dans le fond, je veux juste voir s'il y a sûrement un intérêt ou des plans pour justement faire de la formation à ces plus jeunes personnes-là pour que justement les changements s'appliquent très tôt dans leur vie puis qu'on en mesure les conséquences après. Merci. Excellente intervention, 100% d'accord. Qu'est-ce qui est une des grosses valeurs du programme de Lifestyle Medicine? C'est de comprendre que la médecine du mode de vie se pratique à 3 différents niveaux. Dans ton bureau avec ton médecin, avec ton patient, en communauté, puis d'influencer aussi le gouvernement, la politique. OK? Ça fait, je suis complètement d'accord qu'il faut intervenir beaucoup plus jeune chez nos jeunes. Puis, il y a un volet community advocacy dans la certification qui est vraiment intéressant. Qui encourage puis qui essaie de outiller le médecin pour être capable d'aller mettre des pressions là, dans la communauté pour que nos aliments soient plus là, en santé à l'école, par exemple, notre nutrition soit améliorée. Je donne juste l'exemple de moi, j'essaie de tout le temps là, motiver puis inspirer par mes actions plutôt que par mes paroles. Là, dans les derniers 3 ans, je pense que j'ai fait au-dessus de 20 à 25 conférences dans les écoles de notre communauté
exactement sur qu'est-ce que je viens juste de vous présenter, que c'est important d'avoir des habitudes de vie saines à un jeune âge, parce que des jeunes enfants en santé font des jeunes adultes en santé. Puis moi, ma vision, ça serait de... J'imaginerais des jeunes étudiants en médecine aller donner des conférences en communauté. J'en ai donné 2 en fin de semaine. Je vais à l'école Mathieu Martin le 17 de mars pour parler des bénéfices de l'activité physique à des jeunes de 9e année. Là. Tu sais, là, je pense que la médecine, ça se pratique à l'extérieur des 4 murs de notre bureau. Puis cette formation-là est pour moi au-delà de juste donner des connaissances en prévention de maladies chroniques. C'est de vraiment inspirer, créer une culture de prévention qui va pas juste s'appliquer à ton patient, mais aussi de comment est-ce que tu plaidois pour une amélioration de ton système de santé, de la santé de ta communauté. Pour les gens qui savent c'est quoi les Blue Zones, on parle de créer une zone bleue dans notre communauté, essayer de rendre notre hôpital plus zone bleue. Et donc, ça va être difficile parce que les résidents sont ultra occupés. Mais moi, la manière que je vois ça, c'est de faire un projet de recherche où ce que ces résidents-là, c'est ça qu'ils vont faire comme projet de recherche. Ils vont aller essayer de plaidoyer pour des meilleures habitudes de vie chez les jeunes à l'école. So, oui, je suis d'accord avec vous autres. Le défi va être comment est-ce qu'on va être capable de faire ça? Bonne idée. Je pense qu'à la base, c'est de mettre des médecins dans des salles de conférences, d'auditorium en avant de nos jeunes au secondaire. Souhaitons les inspirer et les motiver à prioriser leurs habitudes de vie, là. Et merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci, Dr. Cormier, pour vos réponses passionnées. Je pense que votre vision est claire. Ça prend toujours un champion pour commencer à changer la culture, changer les choses. C'est clair que vous êtes en train de le faire. Si vous ne le faites pas déjà, je vous encourage d'aller suivre le Dr. Cormier sur les médias sociaux. Je viens de le faire pendant la présentation sur Facebook. C'est sûr de vous parler des projets de recherche. On vient de mettre la main sur vous, sur plusieurs différents projets de recherche, les visites médicales en groupe, etc., avec le docteur Bélanger. Donc, c'est clair que nous autres, l'équipe de recherche au Centre de formation médicale, vous êtes déjà affiliés avec nous de plusieurs façons. Puis, une dernière petite pensée que la docteure de Blanc m'a donnée, des fois, c'était de pas sous-estimer la valeur de semer des graines. Puis c'est justement avec des conférences comme ceci, avec toutes vous présents, qu'on sème des graines. Puis je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont peut-être découler de ceci parce que vous avez sûrement besoin de l'aide avec toutes vos initiatives. Donc, sur ce, merci énormément d'être avec nous. Puis merci à tout le monde pour votre écoute. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.